Mes parents m'ont laissé droguer et seul en soins intensifs, puis m'ont volé 65 000 euros. Et ils ont offert une Tesla à ma sœur. Peut-être qu'une seule fille suffisait, maman. Tu es juste jalouse, ma sœur. Je n'ai jamais crié. Je les ai plutôt poursuivis en justice. Bonjour, je m'appelle Camille et je me suis réveillée seule dans un lit d'hôpital après une opération. Pas de fleurs, pas de famille, pas même un SMS. 2 semaines plus tard, j'ai découvert que ma mère avait utilisé mon nom, mon crédit et mon avenir pour acheter une Tesla neuve à ma sœur. Et le pire dans tout ça? Ce n'était pas une erreur. C'était prémédité. Ils m'ont laissé là, drogué, en sang, et ont signé des papiers comme si je n'étais jamais censé le savoir. Pourquoi l'enfant chérie reçoit-elle toujours la voiture, la maison, l'amour, tandis que la discrète se fait effacer? Laissez-moi vous raconter ce qu'ils ont fait ensuite. La première chose que j'ai ressentie n'était pas la douleur. C'était le silence. Pas le calme d'une chambre d'hôpital la nuit, mais une immobilité qui semblait intentionnelle, lourde, froide. J'ai cligné des yeux face à l'éblouissement des néons qui bourdonnaient au-dessus de ma tête. Ma gorge était sèche comme du sable. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. J'ai réessayé, toujours rien. La chambre sentait l'antiseptique et les fleurs fanées, et en tournant la tête, lentement, mécaniquement, j'ai vu la chaise visiteur soigneusement rangée dans le coin, vide. Le rideau me séparant du couloir était à moitié tiré, comme si quelqu'un l'avait écarté avant de changer d'avis. Pas de ballon, pas de mots, pas de voix familière flottant dans l'air. Ma colonne vertébrale me faisait mal, mais le froid dans ma poitrine était plus douloureux encore. J'ai appuyé sur le bouton d'appel, un bip doux. Une infirmière est entrée, jeune et vive, un dossier à la main. Elle semblait surprise que je sois réveillé. Sa voix portait une gentillesse étudiée. Elle a vérifié mes constantes, ajusté la perfusion. Contente de voir que vous êtes réveillé, a-t-elle dit. C'était une grosse intervention. Vous êtes resté endormi un bon moment. J'ai hoché la tête lentement, ma bouche encore trop à vif pour poser des questions, mais mes yeux ont dû le faire pour moi. Votre famille est passée, a-t-elle ajouté, presque après coup. Ils sont partis quelques heures après l'opération, disant qu'ils repasseraient dans un jour ou deux. Un sourire flottait sur ses lèvres, mais son ton était sec, récité, détaché. Je ne savais pas ce qui me piquait le plus, qu'ils soient partis, ou qu'elle ne s'attende manifestement pas à les revoir. Quand elle est partie, le silence s'est refermé sur moi comme une lourde couverture. J'ai fixé le plafond, traçant les joints des dalles. Les souvenirs revenaient par bribes. L'accident, un SUV sombre, le crissement des pneus, puis une civière, des lumières blanches, des voix demandant des informations sur l'assurance, et puis le noir. Quelque part dans ce flou, je me suis souvenu de la main de ma mère sur la mienne. Ou peut-être l'avais-je imaginé. Peut-être que j'avais besoin de croire que quelqu'un était là. Le téléphone sur la table de chevet clignotait silencieusement. Pas d'appel, pas de message, juste une photo d'écran de verrouillage défraîchi de nous trois. Moi, ma mère Véronique, et ma sœur Chloé, lors d'un Noël forcé il y a des années. J'ai ouvert mes messages. Rien de leur part. Rien depuis la veille de l'opération. Le vide sur mon téléphone reflétait celui dans ma poitrine. Je me suis tourné vers le tableau blanc à côté de la porte où les infirmières griffonnaient des notes de soins. Mes yeux se sont posés sur une ligne écrite au feutre vert. Visiteurs attendus, maman, mardi? Le point d'interrogation brûlait plus que la phrase elle-même. Était-ce une supposition? Un espoir? Quelqu'un avait-il posé la question et obtenu un haussement d'épaule en réponse? J'ai fixé ce signe de ponctuation comme s'il pouvait expliquer comment ma vie était arrivée à ce carrefour étrange et solitaire. Plus tard dans la soirée, une infirmière de nuit est venue vérifier ma mobilité. Alors qu'elle m'aidait à m'asseoir, elle a mentionné en passant les caméras de sécurité. Elle a dit qu'elles avaient surpris un aide-soignant en train de chaparder des pauses supplémentaires, ce qui m'a fait rire brièvement. Est-ce qu'il y a des caméras dans la salle d'attente aussi, ai-je demandé, la voix rauque. À peu près partout, a-t-elle répondu. Surtout dans les zones post-opératoires, pour les questions de responsabilité et tout ça. Ça m'est resté en tête toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai demandé l'accès aux enregistrements, invoquant les droits du patient, en disant « J'aimerais savoir qui a signé mes papiers de sortie ». L'employé n'a pas discuté. Quelques heures plus tard, une administratrice de l'hôpital est arrivée avec une clé USB et une brève explication.
Conformément à notre politique, les enregistrements demandés par un patient sont disponibles pour consultation sur site uniquement, a-t-elle dit. Dans un bureau sans fenêtre, j'ai regardé un clip granuleux horodaté du soir de mon opération. Elles étaient là. Véronique et Chloé, assises dans la salle d'attente, en train de rire. Chloé sirotait un café au lait et faisait défiler son téléphone pendant que Véronique signait un formulaire tendu par une infirmière. Moins de 45 minutes après mon arrivée en fauteuil, elles se sont levées. Ma mère a attrapé son sac à main. Ma sœur a ajusté son manteau. Elles sont parties. Sans hésitation, sans un regard en arrière, pas même un signe de tête à l'infirmière derrière le comptoir. Elles sont parties parce qu'elles le pouvaient. De retour dans ma chambre, je me suis assise à nouveau dans le silence, mais cette fois, il semblait plus fort. J'ai fixé les murs comme s'ils pouvaient répondre à leur place. Étais-je un inconvénient, trop compliqué, trop difficile à soigner? Ou pire, étais-je simplement remplaçable? Peut-être que ce n'était pas qu'elles ne m'aimaient pas. Peut-être qu'elles aimaient simplement leur confort davantage. La douleur dans mon corps était une chose, mais la douleur de réaliser que les personnes qui vous ont élevé sont capables d'un calcul aussi froid, ça s'enfonce plus profondément. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, à cligner des yeux en regardant à nouveau les dalles du plafond, une par une. Le lendemain matin, un nouveau visage est apparu. Un employé de l'hôpital, dossier à la main, frappant légèrement avant d'entrer. Mademoiselle Leclerc, désolé de vous déranger. Je viens juste vérifier quelques détails de facturation. Il y a eu quelques irrégularités liées à votre profil d'assurance, et nous aimerions confirmer quelque chose avant le traitement final. La facturation? J'ai penché la tête. Quel genre d'irrégularité? Il a souri gentiment, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Juste besoin de passer en revue quelques entrées liées à votre source de paiement. Ça ne devrait pas prendre longtemps. J'ai hoché la tête une fois, lentement, mais au fond de moi, quelque chose a basculé. Je ne pouvais pas le savoir à ce moment-là, mais la véritable blessure n'avait pas touché ma colonne vertébrale. Elle avait vidé mon compte en banque. Le coup frappé à la porte était léger, mais trop délibéré pour être anodin. J'ai levé les yeux de la télévision en sourdine accrochée près du plafond, où un présentateur de nouvelles locales parlait du trafic et du verglas sur les périphériques. C'était encore février, il faisait encore froid. Mademoiselle Leclerc, a dit l'homme. Il portait une tenue de bureau décontractée, un badge accroché à sa ceinture indiquant un service financier aux patients, un dossier à la main, une tablette sous le bras, un visage amical. Le genre de sourire professionnel qui vient avec la formation, pas avec la sincérité. Je ne vous prendrai pas beaucoup de votre temps, a-t-il poursuivi en entrant. J'ai juste besoin de vérifier quelques détails sur vos dossiers de facturation. J'ai hoché la tête lentement, essayant de me redresser. Bien sûr. Il a tapé quelques informations sur son écran, puis s'est éclairci la gorge. Nous devons simplement confirmer l'autorisation d'un paiement partiel de 6 518 € effectué le matin après votre opération. Il a été traité avec succès, mais le système a signalé une non-concordance de signature. J'ai cligné des yeux. Quel paiement? Le système montre qu'il a été payé via un compte de crédit lié à votre dossier, a-t-il dit. Une ligne de crédit conjointe au nom de Camille Leclerc avec une titulaire de carte supplémentaire listée comme Véronique Leclerc. L'air dans la pièce a changé. Je n'ai pas parlé tout de suite. Il a pris cela pour de la confusion et a continué. Il semble que le débit ait été traité en utilisant les identifiants de l'utilisatrice supplémentaire autorisée. Nous avons juste besoin de votre confirmation que c'est exact. Cette carte, j'ai commencé, puis je me suis arrêté. Ma bouche est soudainement devenue sèche. Cette carte a été fermée l'année dernière. Ou du moins, je le pensais. Il a fait un petit signe de tête comme s'il avait déjà entendu ça. Il est possible qu'elle ait été rouverte en vertu d'une disposition de crédit médical temporaire. Cela arrive parfois lorsqu'un titulaire de carte supplémentaire a accès aux données de la demande originale. Je n'ai pas entendu les quelques phrases suivantes qu'il a prononcées. Ma vision s'est rétrécie sur le mot supplémentaire. Je ne me souvenais pas avoir autorisé quoi que ce soit. Je n'avais certainement rien payé. J'étais dans un brouillard de morphine le matin après l'opération, branché à des perfusions et des moniteurs. Il m'a tendu une impression. La facture était longue, des lignes de frais détaillées pour l'ambulance, l'imagerie, l'anesthésie, les soins post-opératoires,
mais c'est la dernière page qui m'a tordu les entrailles. Sous signature au dossier, il y avait mon nom, sauf que ce n'était pas le mien. J'ai étudié les boucles et les inclinaisons. De loin, ça ressemblait au mien, mais mon OC était toujours fermé en haut. Celui-ci s'ouvrait en une large boucle, comme un hameçon à l'envers. Le L de Leclerc était barré à la hâte. Ma vraie signature, celle que j'avais griffonnée sur le formulaire d'admission la veille de l'opération, était aussi dans le système, et elle ne correspondait pas. J'ai regardé l'adresse sur le relevé. C'était la maison de ma mère, celle où je n'avais pas vécu depuis près de 3 ans, où du courrier arrivait encore parfois, où elle disait garder les choses en sécurité. L'homme continuait de parler, expliquant les procédures d'appel, les clauses de non-responsabilité, l'option de tout revoir avec l'assurance. J'hochais la tête, mais je n'écoutais plus vraiment. Cette nuit-là, après son départ, je suis resté éveillé sous les faibles lumières du plafond et j'ai essayé de tout reconstituer. Quel était le dernier souvenir clair que j'avais avant l'opération? Je me suis souvenu de ma mère se penchant sur le lit, écartant une mèche de cheveux de mon front, murmurant « Ne t'inquiète pas pour la paperasse, concentre-toi juste sur ton repos ». Elle utilisait toujours ce ton, doux, apaisant, juste assez pour vous faire douter de votre intuition. Puis l'obscurité. Quelque part entre l'anesthésie et sa voix, j'ai sombré et ne suis pas revenu pendant des heures. Avait-elle signé des choses pendant que j'étais inconsciente, ou apporté les papiers en sachant que j'acquiescerais dans le brouillard des médicaments préopératoires? Peut-être que la signature n'était même pas physique. Peut-être qu'elle avait utilisé de vieux documents. Je me suis souvenu lui avoir donné une fois une procuration après un accident de voiture mineur il y a 5 ans. Elle avait dit que c'était juste au cas où. J'ai sorti mon téléphone avec des doigts tremblants et j'ai appelé la banque. Le représentant à l'autre bout du fil l'a confirmé. Une nouvelle ligne de crédit avait été activée à mon nom avec une carte supplémentaire pour Véronique Leclerc. L'adresse, la même que sur la facture. Nous voyons le débit initial, a dit l'agent. Souhaitez-vous déposer une plainte pour fraude? Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Puis j'ai chuchoté, je crois que je dois le faire. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était l'orchestration, la séquence délibérée des événements. Ils n'avaient pas réagi à une urgence. Ils avaient planifié cela. Ils avaient attendu que je sois sous sédatif, que je ne puisse rien questionner, nier ou révoquer, et puis ils étaient passés à l'action. La trahison n'était pas venue avec un cri ou une gifle. Elle était venue avec des identifiants de connexion et un accès à mon empreinte financière. J'ai pensé à Chloé, à sa Tesla, à ses publications Instagram étincelantes. J'ai pensé à la main de Véronique sur mon bras avant l'opération. À quel point elle avait semblé chaude sur le moment. À quel point elle était froide maintenant en souvenir. Plus tard cette nuit-là, j'ai vérifié le portail email de mon hôpital. Il y avait un message non lu, transféré en interne par la facturation. Objet, autorisation de paiement signée au nom de Camille Leclerc. J'ai cliqué et j'ai vu la signature. La mienne, sauf que ce n'était pas la mienne. La sortie a pris moins de 10 minutes. Une infirmière m'a poussé en fauteuil roulant jusqu'au trottoir, m'a tendu un dossier épais d'instructions, et m'a offert un sourire plat et poli avant de disparaître derrière les portes automatiques. Je suis resté assise là un moment, serrant l'enveloppe comme si elle pouvait se transformer en un plan. Mon sac était déjà sur mes genoux. Mon manteau portait encore l'odeur de déterge de qualité hospitalière, et personne ne venait. J'ai essayé d'appeler ma mère à nouveau, directement sur la messagerie. Romain, mon père, n'a pas décroché non plus. Sa ligne a sonné jusqu'à ce qu'elle se coupe avec un bip mécanique. J'ai ouvert Instagram sans réfléchir. La première photo sur mon fil, Chloé, souriant largement, tenant un gobelet en carton de son café préféré. Sa légende, commencer le week-end du bon pied soin de soi reconnaissante. J'ai commandé un VTC. Le chauffeur n'a pas parlé, ce dont j'étais reconnaissante. Sa voiture sentait le chewing-gum à la menthe et le chauffage du tableau de bord. Par la fenêtre, Lyon défilait en couches grises. La neige fondante formait des plaques sur les trottoirs, se mêlant au caniveau comme de vieilles ecchymoses. Je regardais droit devant, tenant le dossier plus fermement comme s'il pouvait manquer à quelque chose qui avait encore du sens. Quand nous sommes arrivés dans l'allée de la maison que j'appelais autrefois chez moi, je n'ai rien ressenti. Pas de vague de réconfort, pas de pincement de familiarité, juste le bruit sourd de porte que je ne connaissais que trop bien. La pelouse était clairsemée par le dégel, les arbustes taillaient juste assez pour donner l'illusion de soin. Et elle était là,
La Tesla de Chloé, élégante et suffisante dans l'allée, grise argentée, impeccable, pas une seule empreinte de doigt dessus. Je suis sorti lentement, les jambes encore douloureuses. Le chauffeur est reparti sans un mot. J'ai fixé la porte d'entrée pendant une minute entière avant de bouger. Pas de couronne, pas de signe d'activité. J'ai sonné, attendu, sonné à nouveau. Rien. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à Véronique. Je suis dehors. La réponse est venue plus vite que je ne l'attendais. 6 mots. On ne peut pas t'accueillir pour l'instant. Désolé. Un deuxième message a suivi. Ta sœur se repose. S'il te plaît, comprends. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone. J'ai baissé les yeux vers mon abdomen, les bandages encore serrés, les analgésiques circulant toujours dans mon système, puis de nouveau vers la porte d'entrée, un endroit où je n'étais plus autorisé à entrer. Une maison où j'avais aidé à installer le crédence de la cuisine. J'ai remarqué un carré plié coincé derrière la moustiquaire, un post-it flottant à moitié dans la brise. Mon nom était écrit en haut dans l'écriture bouclée de Véronique. Reste chez une amie. On est un peu à l'étroit ici. Tu te débrouilleras. Un petit cœur à la fin. Comme si cela adoucissait quoi que ce soit. Je me suis assise sur les marches du Porsche. J'ai ressorti mon téléphone, ne sachant pas ce que je cherchais. Peut-être de vieux textos, peut-être quelque chose qui rendrait tout cela moins insensé. Et puis j'ai ouvert la conversation de groupe de la famille. De mon côté, c'était silencieux depuis des semaines. J'ai fait défiler vers le haut. Rien sur mon opération, pas de nouvelles, pas de comment va la convalescence, pas même une blague ou un mème. Puis je l'ai vu. Daté d'il y a 4 jours. Chloé, ne lui parle pas de ce week-end. Elle met toujours de l'attention. Véronique a accepté. Elle est toujours trop sensible. Ce mot encore, sensible. Leur arme préférée. J'ai fixé l'écran. Mon pouce a hésité une seconde, puis a appuyé sur capture d'écran. Je l'ai enregistré sans même savoir pourquoi. J'ai envoyé un autre SMS. Je suis dehors avec des points de suture et nulle part où dormir. Lu. Pas de réponse. Juste la petite coche grise. Propre. Finale. Je me suis relevé en grimaçant. J'ai traîné ma valise sur le porche et le long de l'allée, pas à pas, le cœur battant avec quelque chose qui n'était plus de la surprise. C'était de la reconnaissance. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas soudain. Je me suis souvenu des anniversaires où je recevais des SMS au lieu d'appels. Des vacances où je mettais la table pendant que Chloé prenait des selfies avec la dinde. Des conversations qui se transformaient en compétition que je n'avais jamais demandé. Leur silence n'était pas accidentel. Il était architectural, conçu, planifié. Peut-être que j'avais toujours été la remplaçante, la fille sur la touche, la fille au cas où. Au bout de la rue, je me suis assise sur le rebord en pierre près du panneau stop. L'air était plus froid maintenant. Mes mains tremblaient, non pas à cause du vent, mais de quelque chose de plus profond. Je voulais crier, mais ma voix est restée là où elle était. Enterrée. Mon téléphone a vibré. Un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. 6 mots. Tu dois voir ce que j'ai trouvé. J'ai appuyé sur lecture parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus rien à perdre. Le message vocal n'était pas une erreur. Au moment où je l'ai écouté, j'ai reconnu cette voix. Jeanne Martin, une femme que je n'avais pas vue depuis mes débuts dans l'agence de marketing où je m'occupais des commandes de café plutôt que des campagnes. Sa voix était basse, presque comme si elle chuchotait dans une église. Camille, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu veux voir, mais je pense que tu dois le savoir. Était joint un lien, sans autre message. Pas de contexte, juste une chaîne de chiffres et de lettres qui m'a mené à une vidéo qui accumulait déjà les commentaires. J'étais assise en tailleur sur un matelas pneumatique emprunté dans la chambre d'amis de Béatrice, portant toujours le jogging de l'hôpital. Les stores étaient à moitié baissés, filtrant le genre de lumière pâle qui donne à tout un air surexposé. J'ai cliqué sur le lien. Le chargement a pris une seconde. Puis ça a commencé. Chloé, radieuse comme toujours, se tenait dans l'allée de la maison de notre mère. Ses cheveux parfaitement bouclés, un pull de créateur ample tombant nonchalamment d'une épaule. Derrière elle se trouvait une Tesla neuve, argentée, brillante, avec un ruban rouge noué en un nœud élaboré sur le capot. Elle a ri,
à rejeter ses cheveux en arrière et à regarder directement la caméra. Quand tes parents croient en toi, dit-elle doucement, voilà ce qui arrive. La légende disait, cadeau, pas un dû. Le travail paie. Amour familial. Ce n'était pas une blague. J'ai senti ma mâchoire se serrer alors qu'elle envoyait un baiser à la caméra et ouvrait la portière comme si elle dévoilait un trophée. Le capot a capté la lumière et l'a réfléchi dans l'objectif avec une sorte de suffisance que je ne savais pas que le métal pouvait transmettre. J'ai attrapé ma bouteille d'eau d'une main dont je n'avais pas réalisé qu'elle tremblait. La vidéo continuait. Elle s'est penchée sur le siège conducteur, a balayé l'écran tactile du regard et a ajouté « Voilà ce que le travail acharné vous apporte. » Le travail acharné ? J'ai fixé l'écran, un mélange de chaleur et d'engourdissement rampant le long de mes bras, ma poitrine se resserrait, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus profond. Cette voiture, ce modèle exact, coûtait un peu plus de 65 000 €, pratiquement identique à ma facture d'hôpital. J'ai rembobiné la vidéo juste pour être sûr. Les commentaires ont aggravé les choses. Tes parents sont un vrai modèle. Le travail acharné te va bien, ma reine. Je parie que ta sœur est verte de rage, MDR. L'un d'eux a attiré mon attention. Sa sœur ne vient pas de sortir de l'hôpital ? Le timing est un peu étrange. Une autre réponse. Elle est juste amère de ne pas avoir eu la voiture. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres réussir. J'ai baissé le volume, mais les mots résonnaient déjà. J'ai ouvert une conversation SMS que je n'avais pas touchée depuis plus d'une semaine et j'ai tapé « Avez-vous utilisé l'argent de mon hôpital pour acheter une Tesla à Chloé ?» Message envoyé. Délivré. Lu. Pas de réponse. J'ai appelé Véronique. Directement sur la messagerie. J'ai envoyé un autre texto. Je sais ce que vous avez fait. Cette fois, un seul mot est revenu. Assez. Je l'ai fixé pendant longtemps. Assez. Assez de quoi ? Assez que je demande la vérité. Assez de prétendre que nous étions encore une unité familiale fonctionnelle. Je suis resté assise dans cette pièce qui ne m'appartenait pas, les genoux relevés et la couverture rentrée sous mon menton. Mon estomac s'était retourné sur lui-même. Je ne pouvais même pas trouver l'énergie de pleurer. Mon cœur avait atteint la partie du deuil qui ne gémit pas. Il se tait simplement. Elle ne m'avait pas seulement pris quelque chose. Elle n'avait pas seulement vidé mon compte en banque et quitté cet hôpital. Elles avaient redirigé ma douleur en un communiqué de presse. Elles l'avaient emballé, l'avaient enrubanné et l'avaient remis à ma sœur comme un prix. Comme si j'étais la dette, et elle le dividende. J'ai fait défiler la vidéo à nouveau, je l'ai mise en pause au moment où elle tenait les clés en l'air comme une gagnante de jeu télévisé. Un commentaire se détachait de la mer de louanges. Attends, ce n'est pas le nom complet de ta sœur gravé sur le porte-clés. J'ai zoomé. C'était le cas. Mais l'adresse de facturation liée à cette voiture. C'était la mienne. J'avais passé les 2 derniers jours dans un calme que je n'avais pas choisi. Pas de cris, pas de larmes, juste cette immobilité douloureuse. Mais maintenant, assise en tailleur sur le matelas fin dans le coin du studio de Béatrice, le silence s'est finalement transformé en clarté. L'écran de mon ordinateur portable brillait à côté de moi, projetant de longues ombres sur le mur. D'un côté de l'écran, ma facture d'hôpital, ligne par ligne, la totalité des 65 000 € et quelques. De l'autre, une page du configurateur Tesla que Chloé s'était vantée d'utiliser. Même modèle, même finition personnalisée, presque le même prix, 64 900 €. Euro pour euro. Ce n'était pas la rage qui faisait trembler ma main. C'était la reconnaissance. Ce n'était pas une erreur. C'était un calcul. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé Véronique. Cette fois, ça a sonné plus longtemps avant qu'elle ne réponde. Camille, a-t-elle dit, comme si elle était surprise que j'existe encore. Il y a eu une pause. Je ne l'ai pas comblée. Tu fais une fixation, a-t-elle finalement ajouté. Ça devient malsain. Tu déformes toujours tout pour en faire quelque chose de plus grand. Vous ne m'avez pas seulement pris quelque chose, ai-je dit d'une voix égale. Vous le lui avez donné. Silence. Puis elle a expiré dans le téléphone comme si elle avait retenu une irritation qu'elle ne voulait pas admettre. Tu devrais être reconnaissante que nous t'ayons aidé. Elle a dit, tu as 30 ans, Camille. La plupart des gens de ton âge n'ont pas besoin que leur mère ramasse derrière eux.
tu n'as jamais vraiment fait de choix responsable. Ma poitrine s'est serrée, mais je suis restée silencieuse. J'ai attendu. C'est ce qui arrive, a-t-elle continué, quand on ne planifie pas, la vie devient compliquée. Ce n'est pas de notre faute. J'ai laissé la pause s'étirer plus longtemps cette fois. Vous avez planifié, ai-je dit enfin. Vous avez juste planifié pour quelqu'un d'autre. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai posé le téléphone à côté de l'ordinateur portable et je me suis adossé au mur, laissant le froid du placo me ramener à la réalité. Il n'y avait pas de place pour crier. Le plafond était trop bas, l'air trop rare. Mes yeux ont dérivé vers un coin de la pièce où le sac de sport que je n'avais pas déballé reposait, intact. J'ai pensé à cette première visite d'université il y a 10 ans. J'avais pris le bus de ville pendant 2 heures pour me rendre sur le campus. Chloé avait eu une visite surprise de Véronique avec le déjeuner, des fleurs, un guide qu'elle avait arrangé à l'avance. Je n'ai même pas eu un coup de fil avant 3 jours plus tard. À l'époque, je me disais que c'était de l'oubli, que maman avait trop de choses à gérer, qu'elle avait voulu appeler, mais qu'un imprévu était survenu. Je me trouvais des excuses parce que c'est ce que les gens font quand ils croient encore en ce qui est censé être. J'ai ouvert un tiroir du bureau et j'en ai sorti un dossier en carton jauni. À l'intérieur se trouvaient de vieux documents, des papiers d'aide financière pour l'université, des copies d'anciennes déclarations d'impôts, et une impression de ma première demande d'ouverture de compte bancaire. J'ai tourné à la page avec ma signature. Elle était là, nette et nerveuse, signée à 18 ans, et en dessous, à l'encre bleue, accès conjoint accordé à Véronique Leclerc. Juste au cas où, avait-elle dit. J'ai refermé le dossier. Fini les juste au cas où. Je me suis levé, j'ai attrapé le rouleau de ruban adhésif et j'ai commencé à imprimer. Une facture après l'autre, chacune étiquetée, surlignée, annotée. Je les ai scotchées au mur en rangée, regardant le papier se courber légèrement au coin. De l'encre rouge entourait les transactions qui me concernaient. Le paiement de la voiture, les frais d'hôpital, la ligne de crédit réactivée. Elles avaient choisi. Maintenant, c'était à mon tour. La suite est venue plus facilement que je ne l'avais prévu. J'ai agi lentement, méthodiquement, comme si je préparais un dossier, pas comme si je pleurais une famille. Je ne savais pas quand j'avais franchi cette ligne, mais je n'avais aucune envie de revenir en arrière. Je me suis rassise, le sol frais contre mes jambes. Le curseur clignotait sur un nouvel onglet du navigateur. J'ai tapé « Avocat droit civil, usurpation d'identité, Rhône ». Le premier résultat avait un nom que je reconnaissais. J'ai cliqué parce que qu'est-ce que je pouvais perdre d'autre? L'email est arrivé alors que je me brossais les dents d'une main et que je tenais mon téléphone de l'autre. L'objet disait « Félicitations pour la mise en vente de votre bien immobilier ». Au début, j'ai pensé que c'était un spam, quelque chose de générique de Se Loger ou le Jikimo. Mais ensuite, j'ai vu l'adresse. Mon adresse, l'appartement, celui pour lequel Véronique et moi nous étions portés co-emprunteuses il y a 5 ans, celui pour lequel j'envoyais des chèques chaque mois jusqu'à l'année dernière, quand j'ai déménagé et qu'elle a promis de gérer la paperasse jusqu'à ce que nous décidions quoi en faire. J'ai cliqué sur le lien. Il était là. Ma vieille porte d'entrée, ma crédence en carrelage, les poignées de porte dépareillées que j'avais remplacées moi-même. La cuisine avait encore le porte-casserole suspendu que j'avais installé avec une perceuse empruntée. Prix de vente, 297 000 €. Vendeuse, V. Leclerc. Mon nom n'était pas dans la section contact, mais il était enfoui dans les petits caractères, propriétaire enregistré, Camille Leclerc. Je me suis assise lentement, la brosse à dents moussant encore dans ma bouche. En ouvrant un autre onglet et en cherchant sur le portail du cadastre du département, j'ai entré le numéro de parcelle. Un nouveau document avait été soumis la semaine dernière. Un mandat de vente avec mon nom signé numériquement en bas. Sauf que je n'avais rien signé. La signature était trop parfaite, trop nette, comme si quelqu'un l'avait prélevée d'un scan. Mon estomac s'est noué. Je savais exactement d'où elle venait. Mon dossier d'admission à l'hôpital. J'avais signé des dizaines de formulaires en étant groggy, essayant juste de passer le cap de la préopération, et elle avait gardé chaque copie. Je parie qu'elle les avait toutes dans un tiroir, soigneusement classées, attendant le bon moment pour prétendre que je participais. Je l'ai appelée. Je n'ai même pas hésité. Camille, a répondu Véronique, aussi calme que si je lui avais demandé l'heure. Pourquoi l'appartement est-il en vente? Il y a eu une pause.
pas longue, juste assez pour qu'elle choisisse un ton. J'ai pensé qu'il valait mieux liquider, a-t-elle dit. Tu n'as pas besoin du stress de posséder quelque chose en ce moment, ma chérie. J'ai failli laisser tomber le téléphone. C'était la dernière chose qui portait mon nom. Sa voix n'a pas vacillé. Les noms changent. Les rôles aussi. Tu vas de l'avant maintenant, n'est-ce pas? Ça te libère. La froideur de ces mots était chirurgicale. Même pas cruelle, juste méthodique. J'ai mis fin à l'appel sans un autre mot. Pendant un moment, je suis resté immobile au milieu de l'appartement. Puis j'ai bougé vite, frénétiquement, non pas par panique, mais avec précision. J'ai rassemblé tout ce que j'avais. Documents d'achat, accords de co-emprunt, SMS où elle jurait que rien ne serait fait sans ton accord. Je les ai tous imprimés. Puis j'ai ouvert mes contacts et j'ai commencé à supprimer. Véronique, partie. Romain, parti. Chaque cousin qui n'avait pas pris de nouvelles depuis l'hôpital. Parti. Mais j'ai laissé un message vocal intact. Celui que Chloé m'avait laissé il y a 1 an après une dispute mémorable au dîner de Noël. Elle m'avait accusé de gâcher l'humeur de maman. J'avais répondu quelque chose dont je ne me souviens plus. Mais le message vocal qu'elle avait laissé ensuite, si ça finit un jour au tribunal, souviens-toi de qui a commencé. Je l'ai sauvegardé dans 3 dossiers. Le lendemain matin, je suis allé au bureau des archives du département. L'air portait encore le froid du début de mars. À l'intérieur, une employée m'a aidé à consulter l'historique de l'acte de propriété et les journaux de vérification de signature. J'ai remis les documents que j'avais apportés. Ils les ont comparés aux fichiers numériques enregistrés. Elle m'a regardé et a dit, ce n'est pas vous qui avez déposé ça. Je veux dire, le nom correspond, mais ce n'est pas votre adresse IP. Ceci a été déposé depuis son Wi-Fi domestique. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré un ami de la faculté de droit. Il me devait une faveur. Après avoir tout examiné, il a hoché la tête. Tu as quelque chose de solide. Utilisation abusive de signature, fausse déclaration d'intérêt, potentiellement même coercition si elle a utilisé tes documents médicaux. Tu as des arguments. J'ai expiré lentement, non pas de soulagement, mais en préparation. J'ai imprimé une mise en demeure, les signer de ma propre main, délibérément lentement. J'ai agrafé les documents, les ai glissés dans une enveloppe juridique et je suis allé directement au palais de justice. La boîte aux lettres se trouvait au milieu d'un couloir sombre. Personne aux alentours. Pas de fanfare, pas de public, juste moi, laissant tomber l'enveloppe dans la fente, comme si je fermais la porte d'un chapitre que je n'avais pas écrit, mais que je réécrivais enfin. En sortant, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Chloé venait de poster, ambiance nouvelle maison. En arrière-plan de la photo, la lampe de mon ancienne chambre, encore rayée de la fois où je l'avais fait tomber pendant mes examens. Elle souriait à l'appareil photo comme si de rien n'était. L'enveloppe de la caisse de crédit mutuel était banale, blanche, à fenêtre, nichée entre 2 coupons de pizza dans la boîte aux lettres en bas. Si je ne l'avais pas ouverte, si je l'avais juste jetée comme du courrier indésirable, je n'aurais pas vu les mots imprimés en encre noire et nette en haut. Avis de retard de paiement prêt automobile compte au nom de Camille Leclerc. Prêt automobile. Je n'ai jamais demandé de prêt, et encore moins pour une voiture que je n'ai jamais conduite. Je me suis assise au comptoir de la cuisine, les genoux soudainement chancelants, et j'ai étalé la lettre. C'était là, mon nom, mon adresse, et un montant de prêt qui correspondait au prix de la Tesla, à l'euro près. Je n'avais pas besoin de deviner. Je savais exactement quelle clé était dans cette allée, encore chaude de la séance photo de Chloé. J'ai consulté la base de données d'immatriculation des véhicules en ligne, j'ai fouillé les listes jusqu'à ce que je la trouve. La carte grise correspondait au véhicule immatriculé au nom de Chloé Véronique Leclerc, avec moi listé comme copropriétaire. Mon adresse, ma signature numérique, une note en marge dans l'enregistrement, transfert familial signature présumée. Présumée. Comme si le consentement pouvait être fin. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai commencé à imprimer. Plus tard dans l'après-midi, je suis entré dans l'agence de la caisse de crédit mutuel que j'utilisais quand je croyais encore au compte joint. La femme derrière le guichet envers m'a salué poliment, m'a demandé une pièce d'identité et a disparu à l'arrière. Après que j'ai expliqué le problème, elle est revenue avec un dossier. On dirait que cela a été traité via un dossier de crédit joint préexistant, a-t-elle dit.
Vous souvenez-vous avoir accordé à quelqu'un l'accès à ce compte? J'ai presque ri. Il y a 5 ans, peut-être plus. Il a été fermé. Eh bien, il a été réactivé pour difficulté médicale. Elle a tapoté le papier. Voici la signature que nous avons reçue. C'était la mienne, tirée tout droit de vieux documents médicaux, probablement le même scan que Véronique avait utilisé pour autoriser le paiement de l'hôpital. Souhaitez-vous déposer une plainte pour fausse déclaration? A-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Oui, immédiatement. Sur le chemin du retour, je n'ai pas mis de musique. Je n'avais pas besoin de bruit. J'avais besoin d'espace pour penser, pour me souvenir. Et à mesure que les souvenirs revenaient, ce n'étaient pas des éclairs. C'étaient des fils. Il y a eu la fois où j'ai couvert une facture d'électricité que Chloé ne pouvait pas payer, juste après qu'elle ait emménagé dans son premier appartement. Véronique avait appelé ça une faveur familiale. Tu travailles. Elle cherche encore ses marques. Je me suis souvenu des mots exacts que Chloé avait utilisés ce soir-là quand j'avais demandé pourquoi le prélèvement avait été fait sur ma carte sans avertissement. Ce qui est à toi est un peu à nous, non? Je riais de ça avant. Je pensais que c'était sa façon d'être enjouée, généreuse. Il s'est avéré que c'était juste honnête. De retour à l'appartement, j'ai pris un nouveau dossier dans la pile et je l'ai étiqueté en gros caractères noirs, utilisation abusive personnelle vérifiée. À l'intérieur, j'ai commencé à compiler des captures d'écran du poste de la Tesla, les documents de la caisse de crédit mutuel, des textos archivés, un email de Véronique disant qu'elle gérait juste un peu de logistique pendant que j'étais encore en posto. Chaque page allait dans une pile. Chaque horodatage avait sa propre annotation. Il ne s'agissait plus de confrontation. Je l'avais déjà fait. Il s'agissait de créer une trace écrite, quelque chose de froid et de clair, quelque chose de plus fort que des sentiments blessés. Il était tard, bien après minuit, quand mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais quand je l'ai ouvert, le message vocal a pris tout son sens avant que la femme ait fini de dire son nom. Salut, c'est Rachel de la fac. Écoute, je viens de me souvenir de quelque chose. J'ai écouté. Tu te souviens quand tu as payé la facture dentaire d'urgence de Chloé en 2017? Elle a dit qu'elle n'avait pas de carte qui fonctionnait et a demandé si elle pouvait utiliser la tienne pour un jour ou deux. Je m'en souvenais à peine. Je n'avais pas pensé à ce moment depuis des années. Eh bien, elle m'a dit que tu lui avais donné la permission d'ouvrir une ligne de crédit à ton nom, que tout était convenu et que tu ne vérifierais jamais. Ma poitrine s'est figée. Rachel a ajouté, je ne sais pas si ça aide maintenant, mais je pensais que tu devais savoir. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti le vieux reçu dentaire d'une boîte de rangement que je n'avais pas ouverte depuis des mois. Le débit était toujours lié à une ligne de crédit ouverte à mon nom. Elle ne l'avait jamais fermée. Je me suis rassise et j'ai ajouté un nouveau document au dossier, l'étiquetant en pièce C. Avant que je puisse me lever, un autre message est arrivé, cette fois de Véronique. Tu es en train de détruire la famille, Camille. Je l'ai fixé. Pas de ponctuation, pas d'excuse, juste un reproche. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert un nouvel email vierge pour Didier. J'ai survolé le bouton d'envoi pendant 2 bonnes minutes, non pas parce que je doutais de quoi que ce soit. Il ne restait plus aucune partie de moi qui avait besoin d'une permission, mais parce que je comprenais exactement ce que signifiait appuyer dessus. Et puis j'ai cliqué. Objet, fraude familiale, usurpation d'identité personnelle. Ah, Didier Cartier. Je n'ai pas ajouté de salutation ni de formule de politesse, juste le dossier. 72 pages de documents financiers, de captures d'écran, d'historiques notariés, de notes chronologiques, et une étiquette en haut du PDF, dossier de pièce A. Au moment où l'email est parti, il faisait déjà nuit dehors. Le bourdonnement du trafic dans la rue en bas s'est estompé alors que je restais assise, immobile pour la première fois depuis des heures. Une nouvelle sorte d'immobilité. Non pas le silence d'être ignoré, mais le calme qui vient après avoir repris le contrôle. Le lendemain, je me suis rendu au bureau de Didier dans le centre de Lyon. Je ne l'avais pas vu en personne depuis avant la pandémie. Et même à l'époque, notre dernière interaction avait été brève, gênante. Mais quand il a ouvert la porte, il n'a pas fait de conversation. Il m'a juste fait signe d'entrer. Des livres tapissaient les murs, des bloc-notes juridiques s'empilaient à côté de tasses de café. Tout sentait le papier et l'amande poivrée. Il s'est assis,
a ouvert son ordinateur portable et a cliqué sur le dossier sans dire un mot. J'ai observé attentivement son visage. Comment ses yeux se sont plissés. Comment sa bouche s'est pressée en une ligne. 5 minutes ont passé, puis 10. Toujours pas de mots. Finalement, il a levé les yeux. Ce n'est pas juste de la négligence, a-t-il dit. C'est de l'exploitation d'identité systématisée. J'ai expiré comme si je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle depuis des semaines. Didier s'est penché en arrière, tapotant lentement son stylo contre le bureau. Tu connais Lucie Corday? J'ai cligné des yeux. Elle est sortie avec Chloé à l'université. Pourquoi? Elle a déposé une plainte pour fraude en 2018. Elle a été classée sans suite faute de preuves. Mais devine quel nom figurait sur la demande? J'ai fixé le vide. Le mien. Il a hoché la tête. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Les pièces s'assemblaient plus vite que je ne pouvais les trier. Didier a ouvert son tiroir et en a sorti un dossier en carton intitulé L. Corday dossier clos. Il l'a fait glisser sur le bureau. Plus tard dans l'après-midi, j'ai appelé Lucie. Sa voix était calme, détachée, pas en colère, juste lasse. Elle a utilisé ton nom parce que ton crédit était meilleur, a dit Lucie. Elle m'a dit, Camille ne le découvrira pas. Elle ne vérifie pas ces choses. Et honnêtement, elle avait l'air si confiante. Je l'ai cru. Elle a accepté de rédiger une déclaration, signée, datée, avec témoin. De retour à l'appartement, Didier et moi avons rédigé la plainte officielle, usurpation d'identité, utilisation non autorisée de crédit, fausse déclaration financière. Nous avons inclus la déclaration de Lucie, la mienne, la piste documentaire, et une demande de réconciliation financière complète. C'était clinique, irréfutable. J'ai signé l'affidavit lentement, mon stylo traînant sur la ligne de signature comme une insulte délibérée à chaque document que Chloé avait jamais falsifié. Nous ne l'avons pas envoyé tout de suite. Au lieu de ça, je suis rentré chez moi et j'ai fait une publication. Simple, privée. Parfois, le silence est une question de survie, mais maintenant. Maintenant, c'est une question de responsabilité. Je n'ai identifié personne. Je n'en avais pas besoin. Les gens savaient. C'était ça, le problème de grandir dans une famille qui aimait l'image plus que la vérité. Une fois l'image fissurée, la vérité s'échappait de la bouche de tous ceux qui avaient eu trop peur de parler avant. Cette nuit-là, ma boîte de réception s'est remplie de messages, d'anciens collègues, des camarades de lycée, des cousins éloignés, tous partageant des histoires de petites choses qui prenaient maintenant tout leur sens. Les cautions non payées de Chloé, des factures mystérieuses, des textos étranges demandant d'utiliser le compte de quelqu'un juste pour une journée. Il ne voulait pas s'impliquer, mais il voulait que je sache que je n'imaginais rien. Le lendemain matin, j'ai ouvert Instagram. Chloé était en direct. Son visage était tendu par une émotion forcée, les lèvres tremblant juste assez pour paraître crédible. Je suis attaqué, a-t-elle dit à ses abonnés. Par des gens qui ne me connaissent même pas, des gens qui veulent juste me détruire. La jalousie est réelle, mais je connais ma vérité. J'ai regardé, imperturbable. Sa voix tremblait, mais pas de larmes, parce qu'elle savait que je n'avais pas fini. Je me suis réveillé au son de mon téléphone qui vibrait encore et encore, comme s'il avait quelque chose d'urgent à dire. L'écran s'est allumé de notifications, de textos, de messages privés, d'appels manqués. Un message était en haut, clignotant, de Béatrice. Elle est en direct. Tu dois voir ça. Je me suis assise lentement, mon cœur déjà en avance sur ma respiration. J'ai cliqué sur le lien sans réfléchir. La vidéo s'est ouverte sur le visage de Chloé, diffusée depuis la caméra de son téléphone, parfaitement cadrée dans la douce lueur de son anneau lumineux de chambre. Sa voix tremblait alors qu'elle s'adressait à son public. Je suis harcelée, a-t-elle dit, les yeux grands ouverts, la bouche tordue par une douleur étudiée. Les gens inventent des mensonges sur moi, disent que j'ai volé, que j'ai utilisé l'argent de quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas fait. Je ne savais même pas que la Tesla était à son nom avant des jours plus tard. Sa voix s'est brisée sur volée. Et elle s'est essuyé l'œil comme si quelque chose avait failli s'en échapper. Mais derrière elle, derrière le mascara, les jérémiades sur la trahison, se trouvait une lampe. Ma lampe. Une base en céramique éraflée sur un côté depuis que je l'avais fait tomber pendant mes examens en 2e année. Elle avait un abat-jour qui était légèrement de travers,
peu importe comment on le tournait. Et elle était là, sur sa commode, brillant faiblement comme si elle ne savait pas qu'elle faisait maintenant partie d'un mensonge. Les commentaires défilaient plus vite que je ne pouvais les lire. Au début, c'était le soutien habituel. Tu ne mérites pas ça. Bloque les rageux. Ils sont jaloux de ta lumière, ma belle. Mais ensuite, les questions sont venues. Attends, ce n'est pas la lampe de Camille. Elle dit qu'elle ne savait pas pour la Tesla, mais la voiture n'était-elle pas dans son allée avant que Camille ne quitte l'hôpital? Ça ne colle pas, le direct s'est arrêté peu de temps après. Elle a supprimé la vidéo, mais à ce moment-là, elle avait déjà été enregistrée et repostée. À midi, une autre vidéo circulait. Véronique à l'église, donnant un discours au groupe de jeunes. Je ne l'ai pas cherché. Quelqu'un me l'a envoyé anonymement, avec pour seule légende, tu devrais savoir ce qu'elle a dit. Le clip commençait en milieu de phrase. Après tout ce que je lui ai donné, après tout ce que j'ai sacrifié, ma plus jeune s'est retournée contre moi, a pris ce que nous avions construit et l'a traîné devant les tribunaux. Voilà le genre de personne qu'elle est devenue. Des applaudissements ont suivi, clairsemés, hésitants. J'ai tout regardé en silence. Mon visage n'a pas bougé. Je n'ai rien ressenti. Juste un vide. Plus tard cette semaine-là, je me promenais au hall Paul Bocuse, achetant du pain et du thé. Les vendeurs hochaient la tête poliment, mais une femme m'a regardé à 2 fois, puis une autre. 2 adolescents ont chuchoté entre eux et ont pointé du doigt. J'ai capté des bribes. C'est elle. Point la fille du procès. J'ai croisé une ancienne professeure du lycée, Madame Renaud. Elle n'a pas parlé, mais elle a soutenu mon regard pendant un long moment. Ses yeux étaient doux et sa bouche s'est crispée comme si elle choisissait de ne pas dire quelque chose. Elle a fait un signe de tête discret et a continué son chemin. Ce signe de tête a eu un effet étrange sur moi. À la maison, un message attendait dans ma boîte de réception. Salut Camille, je ne sais pas si tu te souviens de moi, Tina du cours de Pilates de Chloé. Je voulais juste dire qu'elle nous a raconté beaucoup de choses sur toi. Que tu étais instable. Que tu inventais des choses pour attirer l'attention. Mais rien de tout ça n'a de sens maintenant. Je suis désolé de l'avoir cru. J'ai fixé son message pendant un long moment avant de répondre. Merci de le dire. La vérité ne change pas toujours les gens, mais parfois, elle réorganise les meubles dans leur esprit, juste assez pour faire de la place au doute. Et le doute se propage vite. Ce week-end-là, le nombre d'abonnés de Chloé a chuté de près de 2000. Un par un, les proches ont cessé d'interagir avec ses publications. Un voisin a reposté la plainte civile que j'avais déposée. Pas de commentaires, juste le lien. Un signal silencieux d'un changement d'allégeance. Didier m'a envoyé un email plus tard dans l'après-midi. La phase de communication des pièces vient de devenir plus facile. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pensé à ce que le silence m'avait coûté et à ce dont il m'avait épargné. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de crier la vérité. Peut-être qu'il suffit de la montrer. J'ai pris une photo d'une page du dossier de l'hôpital, celle avec la fausse signature à côté de la mienne. Je l'ai entourée d'encre rouge et je l'ai postée sur mon profil. Légende, elle a dit que je mentais. J'avais juste besoin qu'il voie à quoi ressemblait la vérité. La publication a été mise en ligne à 17h34. À 19h12, le courrier est arrivé. Une seule enveloppe de Véronique. L'enveloppe était épaisse, recommandée, et est arrivée avec un coup sec sur la porte de mon appartement. J'ai signé sans regarder le coursier dans les yeux. De retour à l'intérieur, je me suis assise par terre à côté du radiateur d'appoint et j'ai fixé mon nom tapé en majuscule sur le devant de la convocation du tribunal. Division civile du département du Rhône. Date du procès, 11 avril. J'ai replié la lettre dans son enveloppe, j'ai pressé le sceau des 2 mains et j'ai expiré lentement. Fini les peut-être. Fini d'espérer que quelqu'un ferait ce qu'il fallait. Maintenant, ce serait écrit, lu à voix haute, consigné au dossier. Le matin de l'audience, Lyon semblait plus froid que d'habitude pour une mi-avril. Didier m'a retrouvé devant le palais de justice dans son habituel manteau de laine bleu marine, une mallette dans une main, un café dans l'autre. Il n'a pas offert de platitude, juste un signe de tête. Et puis nous sommes entrés ensemble. Véronique était déjà assise à la table de la défense, un collier de perles autour du cou, les cheveux relevés, la bouche serrée par une panique contrôlée. Chloé était assise à côté d'elle,
faisant défiler son téléphone comme si c'était une simple contravention, pas un procès civil qui pourrait vider leurs économies et ce qui restait de leur image. Le juge est entré et la salle s'est levée. Je n'ai pas tremblé. La procédure s'est déroulée rapidement. Didier s'est levé et a lu le résumé à voix haute, allégation d'usurpation d'identité, détournement de biens détenus en commun, dommages émotionnels et financiers. Le juge m'a jeté un bref coup d'œil et j'ai soutenu son regard. Je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin. Puis Didier a commencé la présentation des preuves. Documents de l'hôpital montrés. Dossier numérique soumis. Demande de prêt automobile surligné. Il a montré des captures d'écran du direct de Chloé montrant la lampe, la facture, le porte-clés avec mon nom. La salle d'audience est restée silencieuse, à l'exception du clic de sa télécommande. Finalement, Didier a sorti la déclaration écrite de Lucie Corday. Signée, datée, avec témoin. Il l'a lue à voix haute. Elle a utilisé le nom de Camille parce que son crédit était meilleur. Elle a dit que Camille ne le découvrirait pas. Elle a dit, ce n'est pas du vol si elle ne vérifie jamais. L'atmosphère dans la salle a changé. L'air a changé. Véronique a tourné légèrement la tête. Chloé n'a pas levé les yeux. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis levé sans hésiter. Je ne voulais pas de ça, ai-je dit. Mais je ne suis pas ici pour être aimé. Je suis ici pour être entendu. J'ai parlé pendant 5 minutes. Rien de dramatique, pas de théâtralité, juste les faits. Comment je m'étais réveillé seul dans une chambre d'hôpital. Comment la voiture et l'appartement avaient été transférés dans mon dos. Comment des années à m'entendre dire que j'étais trop sensible avaient mené à ce moment. J'ai terminé par une seule phrase. Ils ont toujours dit que la famille passait avant tout. Je ne savais juste pas que ça voulait dire avant moi. Le juge a demandé une brève suspension. À notre retour, le verdict est tombé rapidement, en faveur de la plaignante, Camille Leclerc. Dommages et intérêts s'élevant à 74 000 €, à rembourser intégralement. Le marteau est tombé comme un point final. Véronique a eu un léger hoquet. Chloé s'est penchée vers elle et a murmuré quelque chose, puis m'a regardé et a dit à voix basse, « Tu nous as ruinés. » Je me suis retourné pour lui faire face complètement. « Non, ai-je répondu. C'est vous qui avez fait ça. » Je n'ai pas attendu leur réaction. J'ai pris mon sac, j'ai fait un signe de tête à Didier et j'ai quitté la salle d'audience sans me retourner. Ce soir-là, alors que je sirotais un thé en essayant de me détendre, j'ai reçu une notification. Véronique avait publié sur Facebook. C'était une lettre, longue, passive-agressive, et dégoulinant de pitié. Nous l'avons élevée. Nous nous sommes sacrifiés. Nous avons donné et donné. Et maintenant, elle poursuit son propre sang pour attirer l'attention. Je n'en dirai pas plus, mais la vérité finit toujours par éclater. Les commentaires se sont divisés en quelques heures. Certains se sont précipités pour la défendre, me traitant d'égoïste, d'ingrate. Mais d'autres, bien plus nombreux, ont commencé à poser des questions. Des captures d'écran sont apparues, des republications du résumé du tribunal. Une personne a simplement commenté, « Voilà à quoi ressemble la manipulation psychologique. » Je n'ai pas répondu. Ni à ce moment-là, ni jamais. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à passer à nouveau devant le palais de justice. Sans raison particulière. Je pense que j'avais juste besoin de le voir de l'extérieur pour me prouver que c'était réel, que l'audience avait eu lieu, et que je n'imaginais pas à quel point le silence était lourd autrefois. De l'autre côté de la rue, un homme était appuyé contre une boîte aux lettres, un voisin de mon ancien immeuble. Nos regards se sont croisés une demi-seconde. Il n'a pas fait de signe, mais il n'a pas détourné les yeux non plus. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Plus tard dans la soirée, j'ai parcouru à nouveau mes contacts. Le nom de Véronique était toujours là. J'ai survolé l'option de suppression pendant une seconde, puis j'ai appuyé. Parti. Mais je n'ai pas supprimé le message vocal. Celui que Chloé avait laissé après notre dernière vraie dispute. Je l'ai rangé dans un dossier sur mon téléphone intitulé « Ou pour archive uniquement ». Pas par vengeance, ai-je murmuré à la pièce vide. Juste pour la mémoire. L'enveloppe était jaune pâle, maculée au coin, comme si quelqu'un l'avait tenue trop serrée, trop longtemps. Pas d'adresse de retour, juste mon nom complet écrit d'une écriture que je n'avais pas vue depuis mon adolescence. Le script penchait vers la droite,
chaque lettre courbée délibérément comme si elle s'efforçait de paraître calme. Je me tenais au milieu de ma cuisine, la lumière du matin traversant les carreaux du sol, et je la fixais. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai posée sur le comptoir et je me suis versé une tasse de café. Puis je l'ai déplacée au bord de la table et je me suis assise en face, comme si j'attendais qu'elle dise quelque chose en premier. Finalement, j'ai glissé mon doigt sous le seau et j'ai déplié la seule feuille à l'intérieur. Tu as toujours eu besoin de trop. C'était la première ligne. Pas de salutation, pas d'excuses, juste un jugement. Un jugement qui semblait vieux, rodé, comme si elle l'écrivait dans sa tête depuis des années. Les phrases qui suivaient n'étaient pas plus douces. Tu es né en voulant déjà plus que ce que je pouvais donner. Chloé ne pleurait pas autant. Il y a eu des jours où je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Peut-être que j'aurais été mieux avec une seule fille. Mes yeux sont restés sur la page. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai lu chaque mot, chacun étant plus une blessure que le précédent. Ce n'était pas la cruauté qui m'a stupéfié. C'était la précision. Ce n'était pas un défoulement. C'était un script. Un script qu'elle avait répété derrière des sourires, des dîners de Noël et des textos polis qui se terminaient toujours par des points plutôt que des points d'exclamation. J'ai repensé à l'été de mes 12 ans. Elle avait oublié de venir me chercher au centre de loisirs. Les animateurs ont attendu près d'1 heure avant que quelqu'un ne la joigne. Quand elle est finalement arrivée, le maquillage intact, elle n'était même pas troublée. Tu étais censé me le rappeler, avait-elle dit dans la voiture, comme si c'était mon travail de gérer sa mémoire. Je me suis souvenu avoir pensé que c'était logique. Peut-être que j'avais oublié. Peut-être que je lui avais manqué. Mais maintenant, des années plus tard, avec ces mots imprimés en encre noire, j'ai réalisé que ça n'avait jamais été de l'oubli. C'était un dressage. Elle m'apprenait très tôt que mes besoins étaient un inconvénient, que mon existence nécessitait une justification. J'ai replié la lettre le long de son pli d'origine et je l'ai glissée dans un dossier marqué ou pour quand j'oublierai. Pas pour la vengeance, pas même pour la preuve, juste pour me rappeler qui elle a choisi d'être quand personne ne regardait. L'appartement était calme, le chauffage cliquetant doucement en s'adaptant au froid du printemps. J'ai regardé autour de moi la vie que je reconstruisais. Pas parfaite, pas impeccable, mais la mienne. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même. Camille, a dit la voix, hésitante mais familière. C'était Martin, mon oncle, le frère de Véronique, celui qui restait toujours en dehors des histoires. J'ai entendu parler de la lettre, a-t-il dit. J'ai entendu ce qu'elle a écrit. Je n'ai rien dit. Je veux que tu saches que certains d'entre nous l'ont vu. Nous n'avons simplement rien dit. Je me suis adossé au canapé, fixant le plafond. Vous auriez dû, ai-je dit. Il y a eu une pause, une longue. Tu as raison, a-t-il répondu. Et je suis désolé. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas offert d'excuses. Juste ça. Et étrangement, cela a fait plus pour moi que la lettre n'aurait jamais pu le faire. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas crié. J'ai placé la lettre dans le tiroir de mon bureau à côté des documents qui marquaient la fin légale d'une version de ma famille à laquelle je croyais autrefois. La lampe a vacillé une fois, le genre de vacillement que l'on ne remarque que si l'on est seul et attentif. Et je l'étais. L'appartement est retombé dans le silence. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais à table pour le dîner. Et pour une fois, il m'avait attendu avant de commencer à manger. La lettre de refus est arrivée un mercredi. Enveloppe blanche unie. Pas de drame, pas d'excuses, juste les mots, nous avons le regret de vous informer. Suivi d'une référence à mon historique de crédit endommagé et d'une seule phrase qui a atterri comme un coup de poing, prêt automobile non résolu. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai mis la lettre de côté et j'ai rincé ma tasse de café, celle en céramique avec l'éclat sur l'anse que j'avais commencé à utiliser juste pour sentir quelque chose de fragile dans mes mains. Dehors, la première vraie chaleur de l'été pressait contre les fenêtres. Les gens passaient avec des boissons glacées et des débardeurs pendant que je me tenais pieds nus sur du carrelage froid, réalisant une fois de plus que même l'avenir que j'avais prévu avait été discrètement vendu aux enchères dans mon dos. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré une conseillère dans une association qui aidait les femmes à se reconstruire après des violences financières. Je lui ai tout raconté. Pas la version dramatique, juste les faits. Dette de l'hôpital,
compte ouvert, co-signature frauduleuse, le titre de propriété de la voiture de ma sœur. Elle n'a pas sourcillé. À la fin de notre séance, j'avais les prémices d'un plan de réparation de crédit, une liste de contrôles pour la réhabilitation des prêts, et le plus choquant de tout, un tout nouveau compte d'épargne à mon seul nom. Pas de contact d'urgence, pas d'accès partagé, pas de clause au cas où, juste moi. Je suis sorti avec un sentiment de propriété tranquille que je n'avais pas ressenti depuis mon premier appartement. Et même à l'époque, il était loué sous le bail de ma mère pour des raisons pratiques. La semaine suivante, j'ai emménagé dans un nouvel endroit, toujours à Lyon, mais plus loin des quartiers où le silence grandissait. Cette fois, je n'ai apporté que ce qui m'appartenait. Pas d'objets de seconde main, pas de chaises empruntées ou de tables d'appoint repeintes du garage de Véronique. J'ai acheté un clavier numérique pour la porte d'entrée. Je l'ai installé moi-même avec une perceuse empruntée et des instructions sur YouTube. Quand l'écran s'est allumé et a accepté mon code, j'ai souri. Pas de clé à copier, ai-je dit à voix haute à personne. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à passer en voiture devant l'ancienne maison, celle que Véronique a essayé de vendre sous mon nez. Elle était de nouveau en vente. Le panneau portait le nom d'un autre agent immobilier, et le prix avait baissé. J'ai ralenti au bord du trottoir, j'ai baissé la vitre juste assez pour capter la faible odeur des envahissantes et du mildiou des gouttières. Je ne me suis pas arrêté. La clôture, j'ai appris, n'est pas toujours une conversation. Parfois, c'est juste ne plus tourner dans l'allée. De retour au nouvel appartement, j'ai déballé la dernière boîte étiquetée et divers en gros feutre. À l'intérieur se trouvait la lampe, une réplique de celle que Chloé avait prise quand elle avait quitté notre chambre d'étudiant partagée. Je l'avais trouvée en ligne il y a 6 mois et je l'avais commandée sans réfléchir. Elle n'était pas parfaite, mais elle était assez proche. Je l'ai placée sur le bureau près de la fenêtre où la lumière du matin la frapperait juste comme il faut. À côté, dans une enveloppe unie, se trouvait la dernière lettre de Véronique. Non ouverte, non lue. Je ne l'ai pas jetée. Je n'avais pas besoin de relire la douleur pour m'en souvenir, mais je la gardais comme une cicatrice qui avait guéri depuis longtemps, mais qui savait encore où elle vivait. Ce soir-là, Didier a envoyé un texto, je pense toujours au documentaire. J'ai fixé l'écran un moment, puis j'ai répondu. Peut-être. Pas par rancune, juste pour s'assurer que personne ne pense être seul. Le lendemain matin, je me suis assise sur le balcon avec mon café, regardant la ville se réveiller autour de moi. Pas de dispute, pas de trahison, juste le bourdonnement du trafic et l'aboiement lointain d'un chien que je ne connaissais pas. J'ai siroté lentement et j'ai levé les yeux vers un ciel si clair qu'il semblait presque neuf. Ils ont pris l'argent. Ils ont pris le silence. Mais ils n'ont jamais pris ma voix. Je ne l'avais juste pas encore utilisée. Si vous vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre famille, ceci est pour vous. Peut-être que votre histoire n'est pas comme la mienne. Peut-être que votre famille n'a jamais vidé votre compte en banque ou volé votre nom. Mais si vous vous êtes déjà assis en silence à une table de dîner en vous demandant comment l'amour pouvait sembler si conditionnel, alors vous comprenez plus que vous ne le pensez. On parle beaucoup de loyauté dans les familles, mais la loyauté sans respect, sans limite. Ce n'est pas une famille. C'est une performance. Et pendant trop longtemps, j'ai joué mon rôle. La discrète, celle qui aide, celle qui ne complique pas les choses. J'ai accordé au silence le bénéfice du doute. Mais le silence n'est pas toujours la paix. Parfois, prendre la parole n'est pas une question de vengeance. C'est une question de reconquête d'espace. Reconquérir votre nom, votre voix, votre droit d'exister sans permission.